enjeu d'ancrage, de pluralité, de responsabilité. Et j'appelle Madame Saïda Beloueli, Monsieur Wissem Antoun, Madame Christine Alungi, Dina Hassan et Madame Kira Boulhila et Madame Rufai Belbessi. Je crois qu'on peut commencer. Sans prendre peut-être trop la parole, donc je vais être très brève sur l'introduction. On a tellement un panel d'experts exceptionnels et je voudrais leur laisser un maximum de temps pour partager avec vous leurs expériences et leurs expertises. Donc ce panel il est dédié, comme annoncé tout à l'heure, sur la question de l'éthique et l'ancrage et la diversité et l'inclusion. Nous avons 5 intervenants qui viendraient d'univers différents, qui aborderaient cette question de points de vue différents. Nous savons, le point de départ de cette discussion serait que cet outil ou cette chose, l'IA, est une technologie qui non seulement, c'est une technologie qui non seulement est aujourd'hui de plus en plus présente dans notre vie, mais c'est aussi un outil qui shape, on va dire, notre façon de voir les choses, notre compréhension, même notre goût, et peut-être certains parlent même de nos émotions. Et cet outil, évidemment, je pense que les discussions sur les journées passées ont forcément abordé cette question de biais, de traitement des données, de la protection de la diversité. Sur ce, je passe directement, j'ai oublié de préciser que ce panel se passerait sur 2 temps, donc avec 2 langues en fait. Je commencerai en anglais avec nos 2 premiers intervenants et ensuite je passerai au français avec les 3 autres. Donc, I'll come back to the English. We will start this first part with Dina Hassan coming from Egypt. Dina will share with us the experience of Egypt when it comes to developing their own IT tool and infrastructure, but the case use of it when it comes to culture and then diversity of the cultural and dialect. A very interesting approach and very insightful experience. I'm very excited about the innovation you're doing, about the emotional capture of the behavior. So without further delay, Dina, it's yours. Thank you. The government of Egypt, like 6 years ago, we decided that we need to be developers of our own technology rather than be the users of technology. And in 2020, Egypt has launched the first edition of the National AI Strategy. And alongside with that, there was a setup of what we call the Applied Innovation Center, which is an affiliate of the Ministry of Communications and Information Technology in Egypt. The idea back then was that the government had to have its own innovation arm that does the implementation of novel solutions using emerging technologies that get to address national challenges. And AI comes on the top of the list of those emerging technologies where we get to develop novel solutions in a variety of domains, whether that's healthcare, agriculture, judiciary systems, culture, education, decision support systems, whatever it takes. And when we started, the primary beneficiary for the solutions that we got to develop were other ministries and government bodies. And by time we got to extend the support that we delivered to the private sector, Egyptian NGOs, and we got to partner really with academia, other R&D entities in Egypt, not only locally but internationally as well. And there was a strategic decision that when we develop our own AI models, they need to be localized to our own needs, such that we make sure that they really address our own local challenges and our own national challenges. And we started by developing our own technology base, where consciously we decided that we need to look at the Arabic language, but not only modern standard Arabic that is spoken across the Arabic-speaking nation, but we also needed to look at Egyptian colloquial Arabic.
In Egypt, we have different spoken dialects in different parts of the country, and we wanted to make sure that we have inclusive representation of all the different dialects when we get to develop our own natural language processing engines. And we created a speech recognition engine that basically converts speech to text, both in modern standard Arabic and in Egyptian colloquial Arabic with its different spoken dialects in Egypt, whether the most common one, which is the dialect that we speak in Cairo, or in other parts of the country, like, for example, in Sinai, in the southern parts of the country, northern parts of the country, and so forth. And numerous use cases can be built on top of that. And one example of that is that we're deploying our speech recognition engine in the courtrooms, such that we're supporting the judiciary system in Egypt, such that there is a transcription, an automatic transcription of the legal proceedings that take place in the courtroom, documenting really what the judge says, defendant says, attorney says, and so forth, rather than following, let's say, heritage process or old processes where usually the transcription was done manually by a human. Now this is totally automated using an engine that was developed by Egyptian engineers in-house by Egyptian talent. Another example is the machine translation engine. So we translate from Arabic, whether modern standard Arabic or Egyptian colloquial Arabic, to 40 European and Asian languages. And in addition to having like a general purpose model that does general purpose translation, we're also looking at having specialized translation engines because we want to preserve our heritage and culture in Egypt. So we're looking at having domain-specific engines that does translation from Arabic to other languages as well. Text-to-speech is another example. So we basically take written text and we change that into speech. And proudly, in August 2023, our engine was used in the World Athletics Championship in Budapest in Hungary in order to broadcast news to Arabic speakers visiting the country back then in order to attend the championship so that they can receive the news in their mother tongue language. Again, as I said, use cases are numerous, so long as we have our local engines with our own localized data and language data. We also want to look at culture, because at the end of the day, the way we express our emotions it differs really from one culture to the other. And healthcare is one of the domains we work on. We've been, let's say, developing solutions for breast cancer diagnosis, based on mammogram images, based on data collected from Egyptian women in Egypt, so that we have our own localized engine that helps healthcare professionals with breast cancer diagnosis. We're looking at other physical diseases, but we thought, well, it's not only physical disorders. We need to look at mental health as well. And again, language plays a part in how we express our emotions. Our culture plays another role in how we express our emotions. We come from different parts of the world, and we all express our emotions differently. So what we really aim to develop at some point in time is have, let's say, like a chatbot that's a cultural sensitive chatbot that can basically detect if someone has, let's say, symptoms of depression and anxiety, so that it would act like a screening tool. And basically, if there are signs of that, the patient will get referred to a healthcare professional that basically does the diagnosis of the patient. And really, again, I have to reiterate on the importance of culture here, because, again, I would express my emotions in one way, you would express yours in a different way. And I'm conscious of time, so I just want to make sure that it is key that local data is key, developing localized solutions is key, for the Mediterranean region, not only for Egypt. Thank you. Thank you so much. And it's an excellent transition to Wissam. Antoun, Wissam, you're a researcher and you're among the first at the INRA at Paris, but you're among the first who had worked on the treatment de données in Arabic. And I think this is an excellent transition about when we go the path that Dina was talking about, we will face some challenges of how we treat those data, how we work with those data, and the risk of the bayaza in there, but also in minority, let's say, languages. What's your take on that? Yeah. Since 5 years ago, when I first started working on Arabic NLP, and we were, as you said, the first to launch an Arabic-focused LLM, which anchored what was started first by Google with their multilingual models, and we thought that we need something that works on our Arabic language without all the other languages in it. We started with the first
Arabic LLM, Arabic BERT, and then we did after it Ara GPT-2, which was the Arabic version of the OpenAI GPT-2 models, and this was back in 2020, 2021 on an academic budget. Back then we faced issues that we only have model standard Arabic data. We don't have data from other countries, and we really tried to find these sources of data, but it was very difficult, especially that we're a small team and we don't have access to like other newspapers maybe, and we included newspapers from Egypt, but still it's not the dialectal Arabic that we could include. And I think this is what the major issue still now. Finding these dialectal data is still difficult, mainly because they don't exist on the open web. They only exist on social media. They're still on TV shows. They're still on interviews, public broadcast. These are owned by the public broadcasting companies or other private companies, and it's their data. I think the next steps would be to license this data to some sovereign AI provider, and I will talk a bit in a bit about this sovereignty of AI and how we can leverage this data to enhance our sovereignty and our culture on our own AI. Like what Dina said, they started working on their own AI by, I think, modifying open source models to further inject basically your history, your culture, your language, your dialect in them. And this is the second level, I think, of sovereignty. The first level is just owning your data, owning your processing on your own territory or under your own supervision. This is, I think, I hope it's easily achievable. And then after you own your data, you can move on to the next step, which is owning at least the fine-tuning of your models. How can we adapt open source foundational models to our own need, to our own dialect? This is also on the relatively easy part, doesn't need a lot of compute. Relatively easy because the third part is the hardest part, is where you own even the foundational model part. When I first started doing foundational model, it was on the size of like 1.5 billion pounds. These are now called small models. Back then we thought they were big, they are now very small. So moving into this foundational model, this is a huge effort that must be done, at least starting from the country level to collect this data. And then I think even to procure these GPUs, these big data centers, this must be more of a regional level, because it's too costly of an investment, and it needs so much awareness for this. And talent. I think yesterday the last speaker was talking about how much talent we need. This talent, if we develop it, I will have to develop this talent, because creating these models is, I know it's called computer science, but it's more like computer alchemy. So we have to try a lot of stuff, we have to fail a million times, and we have to afford these failures. We have to afford to fail to learn from these. And then when we have talent that already failed and learned from these mistakes, we need to keep this talent at home. We don't want them to leave and work and like benefit someone else, because we invested also in the talent. And that's it. Thank you very much. And now I'll move to our third speaker, Christina. Christina, we'll move back to the applicability of it, but... Oh, pardon, je suis censée passer au français, pardon. Donc, je reviens à Christina, et la transition avec Christina, c'est on revient à la partie pratique, à la partie où, dans la vie de tous les jours, dans l'applicabilité de tous les jours, les décideurs, les entreprises, la société civile a besoin d'un petit outil de cadre pour les aider. Et vous étiez deux à me parler de ça, de les aider d'abord à comprendre. Beaucoup de gens disent, beaucoup de décideurs croient comprendre ce que c'est qu'il y a et les enjeux et les billets et les risques auxquels il faut rendre face dans leur activité tous les jours. Et Christina, vous êtes la fondatrice de NGO Arborus, vous êtes aussi la présidente et la manager du fonds Arborus, autour justement de l'inclusion du genre et de la diversité. Je ne dis pas plus, je vous laisse nous parler de cet outil qui aiderait et accompagnerait les entreprises. Je pense que tout le monde, ce n'est pas uniquement le secteur privé, sur ces questions-là. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Wafa, et bonjour à toutes et à tous. En effet, alors bon, moi j'ai créé il y a 30 ans une ONG sur les questions d'égalité, d'inclusion et une certification internationale sur ces sujets-là. On est présent dans 56 pays. Mais il y a un peu plus de 5 ans,
Effectivement, il y a un sujet que Leila Benzima a bien abordé ce matin et qui me tient vraiment à cœur, c'est ce que moi j'appelle le déclic, c'est-à-dire la prise de conscience. Je pense que sur ces sujets-là en particulier, il faut savoir vraiment quels sont les enjeux et prendre conscience du phénomène. Moi, ça a été très simple. C'était au moment où on a eu les problèmes de recrutement avec les algorithmes d'Amazon et de Google, avant le Covid. Et il y avait aussi les problèmes de carte de crédit qui étaient octroyés que aux hommes et pas aux femmes parce qu'il y avait des plafonds financiers que les femmes n'atteignaient pas, etc. Donc tout ça est parti en justice aux États-Unis. Ça m'a beaucoup interpellée et je me suis dit, attention, on travaille depuis tant d'années pour mettre en place de l'égalité dans le monde, dans les entreprises et dans la société. Il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle arrive et vienne détruire par des biais algorithmiques tous ces efforts. Arrive le Covid, et avec le Covid, on l'a tous vécu de la même manière, on a été tous très pris par les IA pour regarder sur Netflix, pour acheter notre nourriture, pour travailler, pour parler avec nos amis, notre famille, etc. Et à partir de là, l'IA s'est développée 3 fois plus vite pendant le Covid qu'avant. Et moi, j'étais très inquiète avec le groupe Orange, qui est membre fondateur de notre fondation et avec qui je travaille depuis très longtemps. On s'est dit, il ne faudrait pas que tous nos efforts soient détruits. Mais nous, on va prendre le contre-pied et on va faire le pari que l'IA, au lieu d'être un élément de destruction de l'égalité à cause des biais algorithmiques, devienne un accélérateur de l'égalité. Et pour ça, il faut se doter d'outils. Alors, le premier outil, c'est cette charte. Voilà, bon, là, il y a les 7 principes de la charte. Donc, c'est la charte, la première charte internationale pour une IA inclusive qu'on a lancée en plein Covid avec le groupe Orange, le ministère du numérique français, la Commission européenne, etc., pour sensibiliser. Et on donne 7 principes pour que les entreprises puissent avoir, ou toutes les organisations qui le souhaitent, ça peut être des ONG, ça peut être des administrations, toutes sortes d'entités juridiques, pour avoir un guide de comment prendre le sujet. Donc, on donne les 7 principes et je vous invite à les lire puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourra en parler pendant des heures évidemment. Et sur la base de cette charte, qui est aujourd'hui signée par à peu près 156 entités, avec un club qui travaille sur des sujets très d'actualité, puisqu'on a une commission sur la Smart City, Smart Building, puisque notre environnement où nous habitons, notre habitat, c'est essentiel. On en a un sur le cyberharcèlement et un autre sur le recrutement inclusif. Sur la base de cette charte, nous avons aussi ajouté à notre certification internationale sur l'égalité et l'inclusion un volet sur l'IA inclusive, pour venir auditer sur tous les aspects des ressources humaines, qui utilisent des algorithmes, et aujourd'hui, quasiment sur tous ces domaines-là, on en utilise. Est-ce qu'ils sont inclusifs ou pas? Là, je vais vous donner un exemple très concret d'un ROI qu'on a eu avec Orange. Quand ils ont préparé les audits chez Orange, ils se sont rendus compte que le bouquet télé sport, eh bien, l'IA dirigeait le bouquet exclusivement sur, par exemple, le foot, que sur les hommes. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un biais algorithmique, ils ont corrigé le biais algorithmique et ils ont un retour sur investissement, puisque les femmes qui aiment le foot se sont abonnées. Donc, ça, c'est pour vous donner un exemple. Dans l'autre sens, je vais vous donner un autre exemple de à quoi ChatGPT peut nous amener si on ne fait pas attention et comment ces algorithmes sont en fait super, moi j'appelle ça exclusif. Donc, on va parler d'inclusivité pour être positif, mais la réalité du terrain, c'est l'exclusion. Et quand on exclut, on ne construit pas un monde meilleur. Il y a très peu de temps, le 3 juin dernier, on a fêté les 30 ans d'Arborus au siège international de L'Oréal, et j'avais fait un manifeste. Vous savez qu'en Europe, on aura une directive européenne sur l'égalité salariale, et donc avec Marie-Jo Zimmermann et toutes les ministres qui ont siégé à ce poste depuis une quinzaine d'années, on a fait un manifeste pour l'égalité. Et dans ce manifeste, il y a des propositions, dont une, alors je prends mon papier parce que j'arrive jamais à me souvenir, j'avais mis que je voulais qu'il y ait un fonds solidaire pour l'égalité et l'inclusion. ChatGPT, il a corrigé, il a mis Fonds social européen d'investissement. Vous voyez à quel point, il en a fait plein des mots comme ça. C'est pour vous dire à quel point, et je rejoins Dina qui parle de culture, nos cultures sont essentielles et c'est ça qu'il faut qu'on fasse passer. Il faut qu'on éduque nos IA à nos valeurs et à nos systèmes. Dernier point, et j'en finirai par là, parce que j'en suis très fière, on vient de signer un accord avec l'Université d'État de Milan, justement pour réaliser un dictionnaire sémantique
pour redéfinir tous les termes dits patriarcaux, machistes, masculins, ce que vous voulez, et en faire un dictionnaire d'inclusion. Merci. Merci beaucoup. Un super passage avec Khila, parce que je sais que Khila, c'est une experte tech leader spécialisée. Elle accompagne plusieurs, aussi bien entreprises qu'organismes, sur des grands projets internationaux liés à la technologie et l'IA. Et j'aimerais bien, parce qu'on a eu une petite discussion tout à l'heure, tu étais d'accord aussi avec ce que disait Christine sur la prise de conscience et l'accompagnement des usagers, on va dire. Est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience d'autres contextes? Merci Wafa et merci pour l'invitation à venir témoigner sur ce panel sur vraiment les enjeux, comme il est écrit ici, les enjeux d'ancrage de pluralité pour les pays autour de la Méditerranée. Il est vrai que quand on regarde comment sont nourris les LLM, comment ils ont été créés et comment ils sont nourris, on sait que plus de 80% de ces LLM utilisent comme corpus de données des données qui sont en langue anglaise et en mandarin. Or, dans le monde, il y a 7000 langues. 7000 langues. Donc ça veut dire que, en fait, c'est LLM qui, pour moi, l'IA, qui doit être au-delà d'un outil qui est un miroir, aujourd'hui, c'est un miroir que d'une partie de la société. Et il faut corriger ces éléments-là. Et quand on regarde les pays autour de la Méditerranée, contrairement à ce que l'on dit, les pays de la Méditerranée ont beaucoup d'atouts. Ils ont un atout au niveau des talents. Il faut savoir que plus d'un demi-million de diplômés chaque année sortent des écoles de STEM, donc il y a un très bon niveau de diplôme, de connaissance des technologies. Alors certes, peut-être on pourra me rétorquer que ces talents vont de l'autre côté de la Méditerranée pour poursuivre des carrières ailleurs, mais il y a déjà un terreau qui est fondamental. On a également de très bonnes infrastructures dans ces pays de la Méditerranée, beaucoup de data centers. Les data centers trouvés en Tunisie, au Maroc ou en Égypte. Donc on a des infrastructures qui sont en place, qui sont reliées avec des câbles sous-marins très haut débit avec les autres pays autour de la Méditerranée. C'est un atout qui est également très important. Et des grands programmes étatiques, gouvernementaux pour mettre l'IA, en tout cas dans l'idée, comme au cœur de la stratégie de transformation des pays. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu, voilà, des piliers qui sont très importants. Maintenant, quand on revient un petit peu plus dans le détail et quand on revient sur la partie effectivement qui me tient très à cœur, qui est la partie formation et connaissance de ce qu'est l'IA, on entend beaucoup parler de l'IA. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup de sujets, et c'est pour moi au-delà d'un mouvement hype, parce que c'est vraiment une révolution profonde qui est en train de s'installer. Et il y a une méconnaissance, en réalité, de l'IA. Les gens pensent connaître l'IA, mais ce n'est pas le cas. Et cette connaissance, je pense qu'elle doit commencer par le haut, c'est-à-dire dans les entreprises, par les équipes de direction. En général, quand on parle à des dirigeants d'entreprise sur l'IA, ils disent « Ah, allez parler à mon DSI ». Non, ce n'est pas un sujet technique, l'IA. C'est un sujet de transformation profonde de la société. Et ça doit concerner l'ensemble des équipes de direction, c'est bien le CEO comme le directeur ou le responsable marketing, le responsable des ressources humaines également, pour comprendre tous les enjeux derrière l'IA. Et quand je parle de formation, c'est à ce niveau-là. Il y a des très belles plateformes qui existent aujourd'hui. On a parlé pendant ces 2 jours de forum de la plateforme Coursera, mais il y en a bien d'autres. Donc utilisons les plateformes qui sont déjà en ligne, qui nous permettent d'acquérir des connaissances basiques, en tout cas sur l'IA, et ensuite, il faut compléter ce dispositif. J'ai adoré l'exemple de Dima sur ce qui a été raconté, ce qui est fait en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'on se sert des outils existants, on se sert des LLM. L'idée, ce n'est pas de réinvestir des milliards pour recréer ces LLM, mais bien de les utiliser et de les compléter. Et donc ici, dans l'exemple qui a été donné, ça a été complété avec des données locales. Il y a des énormes progrès dans l'IA, parce que ce n'est pas uniquement du texte ou de l'image, mais il y a des énormes progrès au niveau de la voix, et prendre en considération toutes ces subtilités linguistiques, c'est exactement ce que l'on va faire. Et il se trouve que c'est un domaine qui n'est pas pris aujourd'hui, parce que les grandes entreprises américaines, quand elles sortent leurs produits, c'est forcément en anglais, il y aura peut-être des déclinaisons en langue chinoise,
Mais toutes ces subtilités, ces 7000 autres langues, c'est là-dessus. Pour nous, pays autour de la Méditerranée, c'est une super opportunité pour créer des solutions qui soient vraiment adaptées au contexte local. Et c'est en ça que je dis, il ne faut pas créer, mais au contraire, lier ce qui existe déjà avec les spécificités locales et les spécificités culturelles. Donc l'IA de la Méditerranée, je dirais que ce n'est pas une IA de repli, mais c'est au contraire une IA qui permet de lier les différents pays, de créer une IA qui nous est propre, qui nous ressemble. Là, je vais tendre la perche. Une IA qui nous ressemble, et c'est à nous de définir quelle IA nous ressemble et de définir les barrières pour avoir cette IA qui soit réellement inclusive et responsable et qui nous ressemble. Merci beaucoup. Parfaite transition, Saïda, pour toi. Saïda Belouali, elle est professeure en éthique de l'IA au Maroc, à l'Université de Mohamed Ier. Mais vous êtes aussi derrière la création de l'Institut IA au Maroc, mais aussi Africa IA Institute. Et donc, comme Réa t'a passé la perche, on revient maintenant. Réa, tu trouves dans notre diversité pas une difficulté, mais une opportunité même de positionnement à l'échelle globale. Donc, faire de cette diversité, de cette complexité, on va dire un marché, un créneau sur lequel on peut se positionner. Mais Saïda, ça sera plutôt d'abord en retour, d'abord à la base, si on se parle, il y a des bases sur lesquelles on devrait se mettre d'accord. D'abord, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là et de participer à cette deuxième édition du Forum méditerranéen pour l'IA. En effet, quand on regarde le panel, c'est l'intelligence artificielle méditerranéenne et des enjeux d'ancrage, de pluralité et de responsabilité qui sont des enjeux éthiques, bien évidemment. Et pour moi, il est très important de comprendre d'abord, sémantiquement parlant, de quoi on est en train de parler, parce que cette IA méditerranéenne, il nous semble qu'il faut la créer. Il faut l'inventer. Donc, inventer justement ce qu'on disait, cette IA qui nous ressemble, cette IA qui serait différente, mais qui correspondrait à cet espace-là qui est la Méditerranée. Et j'ai envie de dire, pour pouvoir justement, sémantiquement parlant, définir ce que c'est que cette IA dont on a envie de parler, que nous avons envie de créer ensemble en tant qu'espace méditerranéen, j'ai envie de dire, désancrant d'abord, sémantiquement parlant, ce concept-là, parce que il ne faut pas, à mon sens, parler de l'intelligence artificielle comme une entité abstraite. Et j'ai toujours l'impression qu'effectivement, c'est comme cela qu'on la manipule. Parce que quand on en parle comme une entité abstraite, on a tendance à la rendre plus neutre, plus objective. Et mes prédécesseurs, ils ont bien parlé du fait, ils ont parlé des biais, etc. Mais justement, parfois, c'est dans ces discours-là de standardisation que nous arrivons à avoir des biais un peu partout et des présupposés, etc. Et donc, désancrer d'abord au niveau et revenir aux fondamentaux, justement, pour comprendre que l'IA, je vais dire une tautologie, mais vous pouvez me la concéder puisque je suis la dernière à prendre la parole. L'IA, c'est des calculs, ok, tout le monde le sait, mais souvenons-nous aussi, je le disais tout à l'heure en aparté avec mes collègues dans une autre réunion, souvenons-nous aussi qu'il s'agit de produits qui sont financés par des investisseurs, qui sont drivés par des dynamiques concurrentielles qui sont faites par des industriels. Donc cette logique-là, elle est là. Donc quand nous parlons de l'intelligence artificielle méditerranéenne, il faut aussi qu'on se souvienne, c'est de cela qu'on est en train de... Donc désancrer à ce niveau-là. Et après, on vient à la Méditerranée. Donc qu'est-ce qui existe au niveau justement de cette pluralité à construire et là j'ai mis quelques chiffres justement c'est plus de 80
langues et dialectes, et parfois on parle même de 200 si on prend les variantes, etc. C'est beaucoup justement d'idiomes. Nous sommes aussi un espace de beaucoup de cosmologie, nous sommes un espace de beaucoup de background religieux, culturel, etc. On n'a qu'à regarder la carte culturelle d'Ingelhardt, comment les pays évoluent culturellement au niveau des valeurs. Depuis 70 ans, vous allez voir cette évolution qui est lente. Et donc vous allez voir aussi que les pays de la Méditerranée ne se retrouvent pas toujours dans le même espace. Et donc cette construction-là aussi a besoin de désancrer au niveau de qu'est-ce qu'on a en commun, quel est le socle sur lequel nous avons besoin de créer cette intelligence artificielle méditerranéenne. Et tout à l'heure, il y a eu un chiffre qui est passé, sachant effectivement que 4,4% est notre contribution en tant que Méditerranée à l'investissement global, sachant que la France et Israël se partagent les 3,6% de ces 4,5%. Donc il faut aussi qu'on désancre certains mythes pour pouvoir mettre les choses à plat et réfléchir à cette IA méditerranéenne. Mais nous avons aussi ce terme fondamental de responsabilité. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui ne rien faire. Regarder les autres avancer et se dire on reste fondamentalement des consommateurs. Pourquoi ? Parce que entre janvier 2024 et janvier 2025, l'Observatoire des incidents et des dangers de l'IA de l'OCDE nous renseigne qu'il y a une augmentation de l'ordre de 1538%. C'est-à-dire, et j'avais fait ce calcul pour l'Afrique, et je ne l'ai pas malheureusement fait pour la Méditerranée, vous m'excuserez, avant de venir ici, mais je l'ai fait pour l'Afrique, 11% de danger d'incident du mois de juillet 2025, 11%, alors que l'Afrique elle contribue très peu à l'investissement global. Donc disproportionnellement aujourd'hui on subit les conséquences et sans pour autant bénéficier des opportunités. Et il est effectivement urgent aujourd'hui de construire l'IA qui nous ressemble. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, un tour de table, on va dire. Je commence par toi, Saïda, puisque tu es sur le même élan. En 1 minute, un mot, si on va partir avec une recommandation par rapport à ce que tu viens de dire, une action ou quelque chose de précis. Alors, défaire, déconstruire, pour pouvoir ancrer dans nos espaces et ancrer dans nos identités et de ce en quoi nous croyons. Justement, on parle souvent de valeurs. Donc, sur le plan éthique, l'éthique et le situationnel. Mais il faut savoir que l'intelligence est située. Donc voilà, désancrant pour mieux ancrer cette IA méditerranéenne. Merci. So my idea is about digitizing our own culture. We know that all throughout the history, cultures that didn't write themselves in printed books and even stone tablets, they were either wrote about by other people or they were totally forgotten. We don't know about them. So I think now we're in a similar area where we have to digitize our own cultures and history, or else someone else will do it for us. They will impose their own biases on us, or they won't even include us, and we're gonna disappear from our AI models. Oui, alors moi, il y a dans le mot intelligence artificielle, moi, il y a ce mot intelligence qui me pose un problème. Donc, ma recommandation, ce serait déjà de changer le mot intelligence, premièrement. Et deuxièmement, ce serait que nous, on reste plus intelligents qu'elle. Donc, je reviens à ce que vous disiez, Madame la professeure. Revenons à nos fondamentaux. Lisons la littérature, nos classiques, lisons les informations. Ne nous laissons pas embarquer par l'IA qui nous manipule et qui met à mal nos systèmes de liberté. Well, I think partnership is key. We need all to partner in order to develop our localized AI and adapted AI.
making sure that our identity is preserved in the region and it's reflected on AI. And the partnership really needs to involve all parties in the ecosystem. It needs to be on the governance level, on the level of the private sectors, academia, research institute. All parties have a role to play in order to, let's say, have a localized, inclusive AI for the region. Moi, peut-être ma recommandation, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, moi je ne peux qu'encourager toutes les personnes dans cette salle de faire. C'est en faisant qu'on apprend. Donc plutôt que de parler des tous les concepts de l'IA, mettre des cas pratiques qui vont nous concerner dans notre vie de tous les jours, et ensuite déployer, réfléchir à des cas d'usage au niveau de l'entreprise, mais de commencer petit et concrètement pour démystifier ce terme d'IA et comprendre tous les enjeux qui se cachent derrière ces mots, qui soit font peur, soit créent de l'euphorie, mais en tout cas que chacun se fasse sa propre idée basée sur sa propre expérience de l'IA. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour votre temps, d'être venu nous voir ici en Tunisie, à Aslem, en Marhaba. Je remercie ceux qui nous ont écoutés. J'espère que la conversation a apporté quelques éléments de réponse ou de réflexion. Sans prendre plus de temps, parce qu'on a commencé un petit peu en retard, donc je laisse la parole à Wadir pour passer au prochain panel. Merci encore une fois. Merci aux panélistes.